On va commencer par un sujet qui, d'ailleurs, même aujourd'hui, on en discute beaucoup sur l'immigration. Oui. L'immigration québécoise, pour ceux qui peut-être ne suivent pas autant, M. Legault s'est fait élire sous une promesse de limiter les seuils d'immigration au Québec à 50 000. C'est sûr que... il voulait les baisser à 40 000. À 40 000, excuse-moi. Il voulait baisser de 20% les seuils d'immigration, oui. Exactement. C'est sûr qu'il rentre dans un petit conflit avec la politique d'immigration du gouvernement fédéral où Justin Trudeau... il veut recevoir 1,5 million de personnes par année. Exactement. Lui, il a une politique, c'est quoi ça s'appelle déjà, jusqu'à 2100, ils veulent avoir 100 millions d'habitants au Québec. C'est le Au Canada, excusez-moi. C'est le Millennium Initiative, ou je sais pas trop comment ils l'ont appelé, là. Mais, donc ça rentre tout de suite en conflit avec un peu ce que M. Legault voulait faire, limiter le nombre d'immigrants qui rentrent au Québec. Et il y a des chiffres qui ont sorti cette semaine qui montrent que on a dépassé de pas mal le seuil que M. Legault avait établi en termes d'immigration. Mais en fait, c'est un peu compliqué à démêler tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, d'abord, on a deux gouvernements qui se partagent la responsabilité de l'immigration. Il faut savoir qu'il n'y a que le Québec, parmi les 10 provinces et 3 territoires canadiennes, qui a des pouvoirs en immigration aussi solides. Depuis 1991, c'est ce qu'on appelait les accords McDougall-Gagnon-Tremblay, le nom des ministres fédéral et provincial de l'immigration de l'époque. Et dans le fond, ça donnait au Québec la possibilité d'établir ces volumes d'immigration, ces seuils d'immigration, et de choisir son immigration qui était une immigration économique. Tout ce qui était regroupement familial, tout ce qui était humanitaire, les réfugiés et autres. Donc ça relève toujours du gouvernement fédéral. Alors, tu as raison de mentionner qu'il y a comme deux visions là qui sont très différentes entre celle de M. Legault qui s'est fait élire la première fois en 2018 en promettant de réduire l'immigration de 20%, c'est-à-dire les seuils d'immigration de 20%. Et au même moment, on a un gouvernement fédéral qui, dans sa planification de l'immigration au niveau donc pan-canadien, incluant le Québec, parle de recevoir jusqu'à 500 000 immigrants par année, avec pour objectif, évidemment c'est dans longtemps, mais avec pour objectif que le Canada puisse compter 100 millions d'habitants d'ici 2100. Exactement. Bon, alors là, évidemment, il y a comme un paradoxe qui est là, et ça, c'est problématique à plusieurs égards. Et je pense que sur la question de l'immigration, en ce moment, j'aimerais pas être dans les chaussures de M. Legault. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que là, il y a comme une espèce de paradoxe entre son discours à lui et le poids politique et le poids démographique du Québec dans la Fédération canadienne. Aujourd'hui, le Québec vaut 22% de la population canadienne, mais évidemment, s'il reçoit moins d'immigrants pendant que le reste du Canada en reçoit plus, ben le poids démographique va baisser et par conséquent, le poids politique va baisser. Et tu fais bien de souligner quelque chose, George, c'est qu'il y a aussi quelque chose de très paradoxal dans la propre politique de M. Legault. En fait, il y a plusieurs choses paradoxales, mais je vais établir ça d'abord, puis on parlera du reste après. C'est effectivement ce que tu as mentionné. C'est qu'il baisse les volumes de l'immigration permanente, donc des personnes qui reçoivent des certificats de sélection du Québec et qui deviennent des résidents permanents, puis deviennent des citoyens canadiens éventuellement et qui vivent au Québec. Mais au même moment, il est passé de 12-15 000 résidents temporaires, travailleurs temporaires souvent, mais pas juste des travailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux là-dedans. C'est souvent d'ailleurs plus des étudiants qu'autre chose. À 350 000. Et donc, on se rend compte finalement que l'argument de M. Legault, qui était on va baisser l'immigration de 20% au Québec parce que nous n'avons pas la capacité d'accueil, parce que nos services ne peuvent pas accueillir tout ce monde-là.
Mais c'est parce que la réalité, c'est qu'on en reçoit beaucoup plus. On en reçoit beaucoup plus. Puis attends, un étudiant international ou un travailleur étranger, quand bien même ce soit des résidents temporaires, ils ont besoin de se loger. Donc, il y a de la pression sur le logement, qui est déjà catastrophique, on peut le dire, d'une certaine manière. Il y a de la pression sur... je sais pas moi, sur les services de santé dans certains cas, la disponibilité de certaines choses. Enfin bref, il y a de la pression qui se fait de toutes les manières. C'est bien des gens qui sont là, qui vivent là. Et donc forcément, ils ont besoin d'un tant soit peu de services. Et donc, la pression sur nos services est là. Alors, excuse-moi, j'ai fait une longue mise au point, mais là, on peut échanger. Non, mais c'est bien que tu mentionnes ça parce que je comprends peut-être le point de vue de M. Legault, puis je me rappelle de la campagne en 2018, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Ou, oui, c'est exactement ça, c'est ça, le slogan. Le slogan. Mais, tu sais, la réalité est beaucoup... elle est très différente de peut-être la pensée que, OK, on va établir un seuil à, whatever, 30 000, tu sais. La réalité est très différente. On a vu, évidemment, tout l'exemple de tous ces immigrants illégaux ou irréguliers là, qui rentraient du chemin Roxham. Tu peux pas contrôler ces affaires-là. En plus de ça, tu as les immigrants temporaires. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant durant cette semaine à l'Assemblée nationale du Québec, c'était une motion que, encore une fois, c'était Paul Saint-Pierre Plamondon qui l'a déposée. Évidemment, elle a été rejetée, ou je pense pas qu'il y a eu consentement de déposer la motion, mais c'est une motion qui disait et qui demandait au gouvernement d'inclure les immigrants temporaires dans le chiffre total des immigrants au Québec. Il a raison. Ben oui, il a raison. Il a absolument raison. Il a 100% raison. Évidemment, ça n'a pas été accepté. Il n'y a pas eu de consentement. En passant, les libéraux étaient d'accord avec les péquistes. C'est quand même intéressant, ça aussi. Ben oui. Donc, c'est quand même spécial. On peut pas vivre, je pense, comme province dans un Canada où c'est inévitable. Tu sais, l'immigration, là, c'est quelque chose, c'est un fait qu'on a toujours qu'on a toujours vu ici au Québec. Évidemment, moi, mes parents, moi, je suis un produit de l'immigration ici au Canada. Donc, il y a plein de personnes aussi. C'est un peu la nature de ce pays-là. Là. Tu sais, c'est la couleur, ça fait partie de la culture ici au Canada, d'avoir et d'accueillir ces gens-là. Et d'en faire des Canadiens. Exactement. De penser que cette réalité-là qu'on a toujours vécue, à un moment donné, le Québec veut fermer la porte et dire non, nous, regarde, on va rester à 30 000. Premièrement, c'est pas logique. Ça n'a aucun sens de penser que l'immigration a un effet négatif à ta province. Moi, ça, j'ai jamais compris ça. Mais ça, alors, écoute, je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais ceux qui portent ce discours-là sont généralement ceux qui disent c'est que s'il y a plus d'immigration, le français est en danger. Et si le français disparaît, c'est la culture québécoise et d'une certaine manière le peuple québécois qui se dissout un peu dans cette marche. Mais je sais pas si je suis d'accord avec ça non plus. Non, mais je suis pas d'accord. Je te dis juste, c'est quoi. Moi, je pense au contraire que ce qui nous distingue comme société francophone ici, c'est quelque chose qui devrait être un atout et non pas un boulet, un atout. Écoute, regarde, c'est quand même exceptionnel. Là, à Montréal, Montréal, par exemple, c'est l'une des villes nord-américaines où il y a le plus de personnes qui ont au moins 2 langues, voire 3 langues. Par exemple, si tu vois dans une ville comme Miami, aux États-Unis, là, tout le monde parle 2 langues, généralement français, espagnol, c'est assez assuré. Mais ici, là, c'est l'une des villes où on a le plus de personnes trilingues sur la planète. Ouais. C'est un avantage. Ça n'empêche pas qu'on soit francophone ou qu'on se dise société francophone, qu'on perpétue la culture québécoise. C'est extrêmement important. Il y a
personne qui pense que c'est pas important. Mais l'avantage comparatif que ça nous donne en termes d'innovation, ça contribue. En passant, ce métissage, ce mixage, etc., contribue énormément à tout ce qui est innovation. On trouve des travailleurs avec des qualités rares, etc. En fait, c'est à la société de s'organiser de manière à profiter de tout ça. Mais enfin bref, je ne veux pas faire une ode à l'immigration, parce que ce n'est pas le sujet, mais l'idée ici, c'est juste de de toutes les manières, si on baisse l'immigration, on n'arrivera pas à perpétuer le français. Si on veut perpétuer le français, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener des immigrants, les franciser, les intégrer à la société francophone. Ça n'empêche pas qu'ils sont fiers de leur origine, leurs racines, qu'ils parlent leur langue maternelle ou ancestrale, peu importe, mais qu'ils parlent le français, qu'ils le perpétuent, qu'ils enrichissent la société québécoise de leur arrivée et de leur contribution. Et c'est ça qui est important. Mais par contre, de baisser, quand bien même le gouvernement fédéral n'augmenterait pas ses seuils à lui, de baisser ceux du Québec, c'est pas défendre le français, ça. Au contraire, c'est de le mettre davantage en danger. Moi, je comprends le défi que la langue française est en déclin. Mais c'est pas juste la langue française, parce que selon les chiffres qui ont sorti, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans, c'est même la langue anglaise qui est en diminution, surtout à Montréal. Moi, je pense, évidemment, ça a beaucoup à faire avec le fait que quand tu amènes quelqu'un d'un autre pays et que le français et l'anglais ne sont pas les langues maternelles, mais c'est normal que sur papier, ça marque que je parle pas le français ou anglais parce que c'est pas ma première langue. Mais moi, j'ai toujours pensé et cru, parce que j'ai quand même travaillé dans un comté où la majorité des citoyens n'avaient pas l'anglais ou le français comme première langue, comme langue maternelle. Mais je voyais, quand on faisait la tournée des écoles, par exemple, tu sais, des petits Pakistanais qui, entre eux, se parlaient en français. Ben oui, c'est ça. Tu comprends? Ben oui. Donc, peut-être que ça saute une génération, je sais bien pas. Sûr. Mais... Non, mais c'est sûr. Non, mais ce que tu dis, et regarde, c'est d'une précision extraordinaire. C'est exactement ça. C'est que tu peux avoir des gens dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, mais qui ont une même origine, mais ils vont se parler en français. Ça m'a ça me fascinait toujours de le voir. Je dis, comment ça, c'est... Puis là, je me rappelle, il y avait une directrice, puis il dit, ces 2 enfants-là, vous voyez, c'est 2 Pakistanais. Ils habitent même sur la même rue, ils sont des amis, ils viennent à l'école. Je dis, puis ils se parlent en français entre eux. Il dit, c'est fascinant de le voir. Puis vraiment, c'était impressionnant. Puis c'était pas juste à une école, on le voyait partout. Donc moi, ça, c'est la beauté de Montréal, c'est la beauté du Québec. C'est sûr que le grand défi demeure toujours de trouver une formule où on peut attirer ces immigrants-là dans les régions et accélérer un peu le développement économique, culturel, social, ailleurs que dans les grandes métropoles. Montréal, Laval, Québec, un petit peu. Absolument, absolument. Écoute, puis je crois que c'est ce qui est en train de se faire aussi. Regarde, par la force des choses, même en région, les villes commencent aussi à prendre un peu plus, elles deviennent un peu plus grosses. Là, je veux dire, c'est plus... ces villes-là de région sont plus les villages qu'ils étaient. Là. Aujourd'hui, là, c'est des grosses villes. Il commence à y avoir une activité. Il commence à y avoir des centres-villes. Il commence à y avoir des restaurants de gastronomie différente, venant de différents pays, etc. Et en passant, ça contribue encore une fois à l'innovation, parce que l'innovation, c'est pas juste la technologie puis les médicaments. L'innovation, c'est aussi dans les processus, dans la restauration, dans beaucoup de choses. Enfin bref, et on le voit de plus en plus. Puis honnêtement, en région, les gens, les entreprises réclament de plus en plus d'immigrants. Là n'est pas le problème. En fait, ils aimeraient que ça pouvoir les recevoir. Mais en ce moment, il y a une politique d'immigration au Québec qui est franchement
un obstacle aux solutions de la pénurie de main-d'œuvre, un obstacle au développement économique, un obstacle honnêtement à plusieurs points de vue. Moi, la question que je me pose est, je sais pas c'est quoi la réponse. Quand tu as des experts de tous les domaines qui disent au gouvernement qu'on a besoin des immigrants et que le gouvernement insiste et continue sur cette direction-là de garder les seuils d'immigration à un minimum, pour moi, c'est un problème. Je n'arrive pas à le comprendre, première chose. Deuxièmement, et on va revenir à cette motion qu'a voulu déposer Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai trouvé ça quand même étrange parce que, et peut-être qu'il n'y a pas de relation, mais lui, en campagne électorale, il voulait diminuer encore plus que la CAQ les seuils d'immigration. Puis là, tout à coup, il vient avec cette motion-là pour dire, regarde, il faut inclure il faut tout compter en même dans une même batch. Là, tu sais? Ben, c'est ça. Ben, lui en fait, il voulait baisser à 30 000 au lieu de 50 000. Donc, ça voulait dire il voulait doubler la baisse de Legault, donc de 20% à 40%. Ouais. Tu sais, je veux dire, voilà, le Parti québécois, c'est sûr que c'est souvent une question... le français, c'est souvent l'enjeu québécois qui, au niveau de la population, semble... C'est-à-dire la population voit le Parti québécois comme un des meilleurs défenseurs de la langue française. Mm-hmm. Et donc, le Parti québécois, très logiquement, propose quelque chose qui va dans ce sens-là. Je ne pense pas nécessairement que ce soit l'immigration qui menace le français, tout du moins ne devrait pas. Il y a des façons aussi de recevoir cette immigration-là. Mm-hmm. Mais justement, pour parler d'immigration francophone, dans les derniers jours, il y a eu des articles, je pense que c'était le journal La Presse, qui faisait état du fait qu'il y avait des immigrants francophones qui décident de venir s'installer au Canada. Donc, ils quittent leur pays d'origine. C'est des Français, des Nord-Africains, des Africains, des francophones d'ailleurs dans le monde, qui décident de quitter leur pays pour s'installer au Canada. Mais ils ne s'installent pas au Québec. En fait, ils s'assurent même de ne pas s'installer au Québec. Et ça, on le voit de plus en plus. C'est quand même fou, parce que d'habitude, un francophone, c'est sûr, il veut s'installer au Québec. Il y a une bonne qualité de vie. Les Québécois sont des personnes chaleureuses. Mais il ne veut pas. Pourquoi? Système d'immigration beaucoup trop compliqué. Restrictif, parce que bien sûr, il a baissé les seuils. Qui dit restrictif, donc dit aussi un temps d'attente qui est énorme. Des gens qui sentent une certaine forme d'instabilité ou d'insécurité parce qu'ils ne savent jamais trop quelle réponse il va y avoir. Tu sais, c'est compliqué, là, le système au Québec. Ouais. Il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais en 2019, il y a eu la loi 9 de Simon Jolin-Barrette, qui à l'époque était ministre de l'Immigration, qui a mis à la poubelle 18 000 dossiers d'immigration. Ouais. Ça, c'était des gens qui attendaient depuis des années. Ouais. Il y a eu le programme de l'expérience québécoise pour les étudiants internationaux. Ça, c'était quelque chose qui nous permettait de nous distinguer des autres provinces parce que c'était une autoroute vers la résidence permanente. Ouais. Donc, on était capable de retenir chez nous des gens qui parlent français, ont étudié chez nous, se sont intégrés, ont déjà un appartement. Bref, ils sont là, ils sont prêts pour le marché du travail. Et là, on leur a compliqué la vie avec une réforme franchement inutile et contre-productive. Alors, au final, ça, et rajoute ça la loi 21, qui avait des airs de... de fermeture, si tu veux, à l'égard des communautés culturelles et des immigrants. Eh bien, fais tout ça ensemble, eh bien, c'est la réputation du Québec qui, d'une certaine manière, a été ternie, qui fait en sorte que tu as des francophones qui te disent « oui au Canada, mais Québec, non. Tu sais quoi, je vais aller m'installer en Ontario. » Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu as des gens qui ne veulent plus aller au Québec parce qu'il y a trop d'instabilité. Et ça, c'est pas bon, parce que les francophones, c'est chez nous qu'ils doivent venir. Oui, et l'affaire qui est problématique là-dedans, c'est qu'au moins ici au Québec, c'est ce qu'on parlait avant, là, l'affaire avec les générations. La personne qui va s'établir au Québec, c'est sûr et certain qu'à un moment donné,
il va avoir une intégration vers le français. OK? Oui. Soit pour la personne qui immigre ou pour Ses sa enfants. famille. Ben oui. Je pense sérieusement que c'est l'inverse qui arrivera si cette personne-là va s'établir à Toronto ou à une autre ville ailleurs au Canada où il n'y a pas les strictes règles de français dans ces provinces-là. Il n'y a pas cette protection-là pour le français. Ah non, ils vont vivre en anglais. Ben non, bien sûr. Donc, la francisation au Canada, c'est fini. Ah, c'est terminé, mais je suis d'accord. Mais enfin, je vais quand même dire quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que oui, ça va aider à perpétuer le français un peu à l'extérieur du Québec. Oui, mais pas à long terme. Mais non, peut-être pas à long terme. Mais c'est-à-dire que, parce qu'il y a quand même quelques communautés francophones, et c'est sûr que d'avoir des francophones en Ontario, issus de l'immigration, c'est pas une mauvaise chose. En Ontario ou ailleurs, hein. Je dis en Ontario, mais ça peut être, je sais pas moi, même en Alberta, en Saskatchewan et à BC. Mais c'est pas une mauvaise chose qu'il y en ait, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je dis, et moi je le vois à travers, en mettant mes lunettes québécoises, à travers un prisme québécois, en étant québécois, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ici ce qui se passe au Québec, c'est que ces gens-là qui s'en vont par exemple à Toronto, ben, ils vont peut-être parler français à la maison, mais toute leur vie va se faire en anglais parce que à Toronto, ben, ça se passe pas en français, exact. On s'entend. Hein? Exact. Et c'est ça, et oui, c'est des gens qu'on a perdus. Or, ils auraient pu venir s'installer au Canada et plus précisément au Québec, et non seulement parler français à la maison, mais parler français aussi à l'extérieur. Et c'est ça le point. Le temps file. Je ne sais pas si on aura le temps de couvrir les autres thèmes, mais juste à rappeler à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, Salim a écrit un autre billet dans son blog Électron Libre, justement sur le sujet de l'immigration. Il y a des points exceptionnels là-dedans. Allez le lire. C'est electronlibre.ca, right? Electron-libre.ca. Allez voir le blog et spécifiquement cet article-là sur l'immigration et les effets qu'elle pourra avoir et évidemment les raisons qu'on est arrivé à ce point-là.